C'est à vous. Posez la question haut et fort. Je n'ai qu'un micro. Je suis désolé. Allez-y. Je vous demande juste de vous présenter. Jean-François Deleur, docteur en médecine, représentant de l'association médicale nationale Alerte des médecins sur les pesticides. J'aurais trois petites questions de précision à demander notamment à l'épidémiologiste. Il me semble avoir retenu que dans l'introduction, le préalable de l'expertise collective de l'UNICEF 2013, les cancers les plus fréquents en dehors du cancer de la prostate avaient été exclus, cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon, parce que le collectif de chercheurs présidé par Mme Bordier concluait qu'il n'y avait pas assez de données dans la littérature mondiale. Donc vous annoncez des données mondiales, notamment de la HS, donc expliquez-nous cette différence de traitement. Ensuite, dans l'AHS, donc la cohorte américaine prospective que vous avez présentée, la sélection des populations se fait sur des critères ratios. Vous pouvez aller voir ceux qui disent anglais. Il y a white farmers, et après, donc les exploitants, pas forcément les épandeurs. Et après, vous avez others. Donc, others, vous avez noir, hispanique, je crois, Chinese. Donc là, ça entraîne des critères ratios. Est-ce que vous avez soumis votre coopération dans la cohorte internationale au comité d'éthique? Est-ce qu'ils ont accepté ces critères ratios de chercheurs et d'études françaises qui sont en contradiction avec les principes de la déontologie médicale, en tout cas française? Enfin, je suis surpris par le biais de population agricole. Dans le plan national nutrition santé, on a un groupe population générale, on a un groupe bio-nutrimètre. On a 60 000 personnes qui mangent bio, qui sont étudiées. C'est comme ça qu'on a vu moins 60% d'obésité chez les consommateurs bio. Donc, ce serait important que vous différenciez les bio de vos populations agricoles. Parce que ça devient très important. Le secteur bio, c'est 5% de la SAU, mais c'est 10% de la population des travailleurs et des agriculteurs. On a 2 fois plus d'emplois dans le bio, d'où l'intérêt de le développer pour des raisons sociales et d'emploi. Et donc, c'est une population significative. Et donc, ces 10% de bio devraient, à mon avis, être étudiés à part, parce qu'ils n'ont absolument pas les mêmes risques d'exposition aux pesticides, et que ça crée un biais dans votre cohorte agricole notamment. Et je ne sais pas aux États-Unis combien il y a de bio, je ne sais plus, je sais que la Californie n'est pas mauvaise. L'État de Washington, c'est 20%, mais je ne sais pas comment c'est pris en compte s'il n'y a pas l'État de Washington dans la HS, et surtout les États de l'Est, l'Iowa, enfin, je connais la carte. Voilà. Merci pour plusieurs biais sur lesquels vous êtes censé répondre, notamment sur le biais racial. Est-ce que c'est assis? Alors, il y a la communautarisation américaine. Est-ce que c'est assis aussi sur des susceptibilités particulières, ethniques, par rapport au cancer, des maladies neurodégénératives, ou c'est bêtement administratif aux États-Unis? C'est bêtement administratif. Ils ont le droit de collecter ce type d'informations de façon routinière dans toutes les enquêtes, même l'ethnie. On sait. Ils sont racistes, donc ils ont des stats racistes. Est-ce que ça a un intérêt? Après, ça a un intérêt épidémiologique parce que c'est un facteur de confusion d'autre chose. C'est-à-dire que moi, ça me paraît intéressant de montrer, par exemple, les statistiques du CDC sur l'obésité. Ça montre que la prévalence d'obésité chez les Noirs et les Afro-Américains est beaucoup plus importante que chez les Hispaniques et que chez les Blancs aux États-Unis. Et c'est pas pour moi raciste, hein, c'est de montrer qu'il y a des différences en fonction de l'ethnie, et l'ethnie est associée à tout un tas de facteurs sociaux, et c'est bien de le pointer. Je pense que si on faisait des statistiques ethniques en France, on verrait qu'il y a un gradient sur un certain nombre d'indicateurs de santé, parce qu'on le voit déjà avec les dom-toms, on voit qu'il y a tout un tas de choses où on a des déficits d'accès à la santé en fonction de la catégorie sociale qui est reliée à la caractéristique ethnique. Et je pense que c'est clairement pas raciste de le faire de cette façon-là. C'est administratif, ils ont le droit de le faire. Et après, ils s'en servent comme tiers facteur de confusion potentielle. Et puis après, il y a des aspects, sur les aspects génétiques ou épigénétiques, où il y a des polymorphismes de gènes, de réparation d'ADN, de choses comme ça, qui sont distribués différemment en fonction des ethnies. Donc ça l'aborde. Donc, le biais du bio, mais peut-être avant, c'est l'expertise collective. INSERM, qui était la première question. En fait, dans cette expertise, on était 10, dont 6 épidémiologistes. Et quand on a été réunis, on nous a dit d'emblée, c'est urgent, il faut faire urgemment une expertise collective. Et constamment, vous avez l'impression, on avait initialement 6 mois pour le faire, et on avait réuni tous les épidémiologistes français qui avaient travaillé sur le sujet. On était 6. D'accord?
Donc après, on a fait des choix sur ce qu'on pouvait regarder dans un délai très court, où on a grappillé un peu de temps au fur et à mesure, et donc on a regardé un peu plus où il y avait de la lumière pour avoir un peu plus de matière. Et il y avait des zones comme le cancer du poumon où ça a été très peu étudié parce qu'il y en a moins en milieu agricole. Et les quelques études qui sont sorties sur le cancer du poumon, par exemple, montrent que quand on tient compte du tabagisme, on trouve des facteurs de risque professionnels agricoles. Voilà, on commence. Et pour le biais sur le bio, nous, à Agrican, ça a été créé sur l'aspect cancer principalement. Et ce qui nous intéresse, c'est le parcours professionnel des personnes. Et il y a certes une conversion importante d'agriculteurs actuellement, mais c'est relativement récent. Le bio, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était complètement marginal. Donc, de toute façon, c'était complètement marginal, c'était 1% de la population il y a 20 ans, et il y a encore. Mais malgré tout, de toute façon, on pose des questions sur l'usage de produits chimiques, notamment pesticides dans Agrican. Donc, effectivement, les bios se retrouvent avec des non-bio, mais qui n'utilisent pas que des pesticides. Il y en a qui ne sont pas formellement bio, qui n'utilisent pas de pesticides. Donc, ils sont pris en compte, cette notion-là, et quand même quelque part pris en compte, même si on n'a pas une case à cocher, agriculteur bio. Bien, messieurs, d'autres questions, d'autres interventions? Oui, présentez-vous s'il vous plaît, bonjour. Il a vu, journaliste, on ne fait pas assez de différence entre la matière active qui est évaluée ou et puis le produit commercial qui contient la saloperie, la case d'adjuvant. Voilà, entre le Roundup et le glyphosate, il y a un surfactant qui veut. Voilà. Je trouve que là, c'est très important le problème que vous soulevez. Si on prend un produit comme le lasso, pour ne parler que de lui, le principe actif, c'est l'anachlore, qui a déjà ses propres propriétés toxiques, mais l'adjuvant, entre guillemets, qui fait quand même 50% de la composition, c'est le monochlorobenzène, qui est un neurotoxique connu depuis très très longtemps, et c'est comme si il n'existait pas plus d'autres excipients qui ne sont absolument pas sur l'étiquette et qu'on ne retrouve que quand vraiment on approfondit les choses. Donc vous avez tout à fait raison de soulever ce problème. Oui, c'est à vous. Pour réagir sur cette question, donc il y a la toxicité des adjuvants. Il y a une autre caractéristique qui est importante, c'est qu'on va rajouter des produits mouillants ou collants qui ne sont pas toxiques en tant que tels, mais qui vont augmenter en fait la présence du produit et la capacité à se déplacer ou à se coller sur des surfaces quand on va les surfaces. Et cette question-là est très peu abordée dans la communication. Juste un élément par rapport, il me semble avoir compris, mais peut-être mettre la foi contredira. Il me semble que le tribunal de Foix a saisi la Cour européenne, je crois, pour la notion que pose le souci de considérer comme agronomiquement inerte, et c'est le fabricant qui décide ce qui est inerte, et donc si c'est inerte agronomiquement, il n'y a pas à démontrer et donner de données toxicologiques sur la molécule qui est mise dans la préparation commerciale. Donc si c'est la matière active, l'accord était considéré comme la matière active herbicide, donc il y avait un dossier toxicologique sur cette molécule-là, et pas sur le monochlorobenzène, en tout cas pas de même niveau. Il y a des informations, mais pas de même niveau poussé sur le monochlorobenzène, et c'est le fabricant qui décide, et qui peut peut-être être contesté, mais qui décide qui est-ce qui est inerte ou pas. Et puis deuxièmement, les spécialités commerciales ne sont pas évaluées en termes de toxicité chronique, juste en tox aiguë d'irritation. Donc il n'y a pas d'évaluation de cancéro chez l'animal, clairement sur la spécialité commerciale, et toute la tox est faite par voie orale et pas par voie cutanée, comme la tox amicale. Alors que les agriculteurs, c'est pas la voie orale. Est-ce que la solution ne serait pas de considérer ces produits comme des médicaments et de faire passer sous crédit par exemple? Je ne sais pas, en tout cas, le système d'homologation aujourd'hui est plus qu'imparfait. On distingue effectivement le principe actif des adjuvants et il n'y a pas d'analyse sur le produit complet. Donc il y a des effets cumulés en plus entre les différents produits avec des effets exponentiels, je dirais, et ça, c'est toujours pas examiné. Ce qui fait qu'on a engagé des actions contre les systèmes d'homologation. Il y a cette initiative qui a été prise par le tribunal de Foix, effectivement, qui a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc on attend un retour de ce côté-là. Mais il y a certainement à revoir la réglementation pour qu'on sorte de ce système où on s'en tient à ce que le fabricant vient de nous dire. Et pour ce qui concerne le lasso et le dossier de Paul François, c'est parce que nous avons analysé le produit, nous
avons fait analyser le produit, que nous avons pu déterminer les adjuvants, parce qu'il y en avait plusieurs, dont certains extrêmement dangereux, qui figuraient dans ce produit, outre le monochlorobenzène. Très bien écrit dans le livre, pour ceux qui nous l'ont lu, je suppose que vous l'avez tous lu. Bien sûr. Sinon, il est là-haut, il est en vente là-haut. Y a-t-il d'autres questions, remarques avant d'aller manger? Je sens que vous avez faim. J'ai bien mon repère. C'est vite l'ennui, donc y a-t-il une troisième intervention? Oui, là-bas, au fond, mais. C'est pas une intervention, c'est juste un complément d'information et j'aurais bien aimé avoir l'avis de. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moritz Huntsman, chercheur au CNRS. Merci. Impliqué dans le projet d'Avignon dont on a parlé un peu. On a donc un médecin de travail qui est impliqué dans notre projet Avignon a eu une rencontre avec la MSA récemment où la MSA a dit que les myélomes multiples étaient en fait déclarables sur le tableau lymphome, parce que dans la catégorisation OMS, ça rejoignait les lymphomes non hodgkiniens et du coup les myélomes pouvaient être considérés comme étant des déclarations sur le tableau. Voilà, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des expériences déjà sur ça et les leucémies lymphoïdes chroniques aussi. Oui, c'est la même. Un précurseur, cellule B mature. C'est comme ça que ça devrait être classifié. On n'a même pas besoin de refaire un tableau. De refaire le tableau, en fait, il est déjà là. Les leucémies, les lymphomes de Hodgkin de la lignée des rangs, les myélomes qui sont issus de la lignée B, les leucémies lymphoïdes chroniques et les leucémies rares de la lignée B. Là, on n'a pas besoin de tableau, il suffit de mettre le bon intellectuel. Hématopathie maligne issue de précurseurs B mature. C'est la science du 21e siècle. On va le faire, mais on va voir la réaction de la médecin. Non, les dernières expériences qu'on a eues pour un cas de cholangiocarcinome qui se rapproche des pathologies liées au foie, donc la qualification qui est mentionnée dans le tableau de maladie professionnelle, c'est hépatocarcinome, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, les experts qui ont été désignés ont considéré que ce n'était pas la même pathologie, que ce n'était pas celle qui était visée dans le tableau, et donc on a dû sortir du tableau et passer sur le système complémentaire. De ce qu'on appelle la maladie en tableau et passer par le système des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc, entre ce qu'ils nous ont bien voulu vous dire et c'est la réalité, malheureusement, le plus souvent, on est tenu par la dénomination dans le tableau. Quand vous n'avez pas la dénomination exacte, vous rencontrez une difficulté devant les juridictions. Et une petite dernière pour la route. Oui, monsieur, présentez-vous. Je deviens agriculteur, là je voyais qu'il y avait l'idée de suggérer les produits CNR. Donc déjà, pour savoir si un produit CNR au courant, c'est écrit, par exemple, comme on cherche. Voilà, on cherche, on met spécialement. Pas forcément marché. CNR, vous savez tout ce que c'est? Non. Cancérogène, mutagène, et puis il y avait les produits nano aussi. Dans quelle mesure nous, en tant que militants, comment on sera informé de ça? Je suis sûr qu'on va demander à l'agriculteur. Mais les conseillers sont la meilleure source d'information. Comment améliorer l'information des agriculteurs sur les produits? Là, je pense que Ça fait rien. Il n'y a pas de données de comment on produit, il faut passer par un outil comme tel, les agriculteurs passent pour Comment les producteurs sont tenus d'informer de la nature nano-particulière de leurs produits? Ils s'en tiennent à la molécule. Monsieur, nano, pour l'instant, on y est peut-être pas super. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas présenté, excusez-moi. Par contre, les CMR, en théorie, on doit les stocker à part. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec Eric. Il y a souvent un problème avec les détails, pas forcément clair. C'est des choses qu'on a déjà discuté souvent avec le ministère. Si les cancérigènes étaient marqués C sur un bidon, les mutagènes, le CN, les toxiques, les CMR, CNR, ça serait facile pour nous. C'est peut-être pas vendeur, mais. Madame. Alors moi je voudrais beaucoup insister sur le problème de l'information.
c'est vraiment un point sur lequel, au niveau des associations, on a un travail à faire, parce que que ce soit les salariés ou les exploitants agricoles ou les salariés du régime général, ne sont pas informés de la dangerosité des produits. Et il me semble que là, il y a vraiment une nécessité pour nous de s'exprimer vis-à-vis du ministère du Travail, vis-à-vis du ministère de l'Agriculture et vis-à-vis du ministère de l'Environnement. Cette information, et quelles que soient les règles, ce que les fabricants ont ou non à donner comme information, il y a une obligation fondamentale, à la fois dans les directives européennes et dans le Code du travail, sur l'obligation d'information des travailleurs sur les produits dangereux. J'en profite, j'ai oublié de dire quelque chose sur tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bien plus, surtout et beaucoup plus juridique, fait l'objet d'un article que j'ai rédigé et qui va apparaître dans une revue juridique la semaine prochaine, qui sera un article assez documenté. Voilà, donc si ces questions-là vous intéressent, je pense qu'on le mettra en ligne sur le site du cabinet et vous aurez des réponses plus précises à vos interrogations. Merci. Deux interventions en cours. Monsieur, vous avez levé la main. Pascal Carmari, je suis président de la nationale de la mutualité sociale. Donc, je pense qu'en début d'après-midi, j'essaierai de répondre sans doute à un certain nombre d'interrogations. Jusqu'à ce que l'aspect, je rappelle quand même que c'est pour répondre à l'information et à la formation. Juste rappeler quand même que Agrican, depuis longtemps, 20% du budget d'Agrican, c'est financé par la MSA. Donc la MSA se soucie depuis longtemps quand même de l'utilisation et des conséquences de l'utilisation, mais j'y reviendrai dans mes propos en début d'après-midi. Sur la formation, on a l'obligation quand même d'enregistrer aujourd'hui l'utilisation des produits et donc non des fiches techniques par parcelle. Et à partir de ce moment-là, nous avons l'obligation, puisque sur les programmes informatiques que nous utilisons pour l'enregistrement, nous avons la possibilité d'aller chercher l'information et qui nous indique effectivement un certain nombre qui nous donne un certain nombre d'informations, y compris sur l'aspect dangerosité ou CMR. Voilà, donc on n'est pas dépourvu de l'information. Aujourd'hui, malgré tout, de plus en plus, le fond, je n'ai pas dit que tout le monde le faisait, ce qui est peut-être le cas, mais de plus en plus le fond, puisque nous avons une obligation d'enregistrement de nos pratiques, j'y reviendrai dans les propos. Monsieur. Donc moi je suis Pascal Laurent, je suis un particulier, je participe au projet de l'article dans Paris-Normandie. Et donc je voulais tout simplement relater que j'ai eu une conversation avec le président du groupement de l'instrumental sanitaire en lui posant la question justement tous les produits qui sont à disposition avec les logos qui sont surveillés. Et donc ce monsieur m'a dit, moi, tête de mort ou pas tête de mort, moi si le produit il est commercialisé, c'est qu'il est pour qu'il a toutes les autorisations, il est bon. Et donc ça c'est quand même un niveau de la gestion départementale représentante, et donc qui, je pense que départemental sanitaire, je pense qu'il est dans le monde agricole, les fonctions, et d'autre part, j'ai trouvé en rendement un bidon, un produit, c'est Bayer, mais je n'ai plus en tête le nom du produit, avec une mention très particulière, interdiction de revenir sur la parcelle traitée pendant un délai de 48 heures. Donc quand on parle d'information, de communication, ça me paraît pertinent que, je dirais, une association, le monde agricole communique sur ces choses-là, parce que les citoyens ne connaissent pas tout ça. J'en parle autour de moi, les citoyens me disent les retours, mais qu'est-ce que c'est? Donc il y a plein de, je dirais, le monde agricole devrait s'ouvrir sur la communauté que nous proposons ici. Et sans polémique, effectivement, il faut être avec les gens en général, mais au moins dire tout ce qu'ils peuvent autour. Mais le problème aussi, sur les étiquettes des produits alimentaires, on ne sait pas parce qu'ils sont autorisés, ils sont tous bons, loin s'en faut, encore faut-il comprendre ce dont on parle, il faut se former et prendre le temps de lire les étiquettes et les informations
parfois un peu compliqué, on va un peu vite à des caricatures. Oui, enfin, quand il y en a qui cherchent.